Tout commença par un murmure venu de Bruxelles. Une fuite si minime qu'on aurait pu l'ignorer, mais les mots qu'elle portait avaient le poids d'une bombe économique. À huis clos, Donald Trump se dressa devant les alliés de l'OTAN et formula une exigence glaçante: relever les tarifs douaniers contre l'Afrique. Les faire plier ou les regarder mourir de faim. La cible était nette. Le sang vital de l'Afrique, le pétrole et l'or. Deux ressources sans lesquelles les économies occidentales s'effondreraient du jour au lendemain. Trump craignait que si l'Afrique verrouillait ses richesses, l'emprise de Washington sur l'ordre mondial ne s'effondre. Pour l'Afrique, le message était brutal: céder sa souveraineté ou subir l'asphyxie économique. Mais, à Ouagadougou, la réaction fut tout autre. Le capitaine Ibrahim Traoré ne trembla pas. Il nomma les choses telles qu'elles étaient, une guerre économique déguisée en diplomatie. Et au lieu du silence, il choisit la riposte. Ce qui allait suivre secourait l'Afrique, l'OTAN et le monde entier. La fuite n'avait rien de fortuit. Elle venait de l'intérieur même de la salle où la décision fut arrêtée. Lors d'une réunion à huis clos à Bruxelles, Washington pressa durement ses alliés, augmenter les tarifs douaniers sur l'Afrique, la couper jusqu'à ce qu'elle revienne à la dépendance. Le message était clair, et les cibles aussi: le pétrole et l'or africain, le sang vital d'économies entières. Les deux ressources sans lesquelles les industries occidentales chancelaient du jour au lendemain. La plupart des dirigeants européens gardèrent dans le silence, mais pas tous. Parmi eux se trouvait un homme qui ne pouvait étouffer sa conscience. Il savait ce qu'une telle décision signifiait: une guerre économique camouflée en diplomatie, un nouveau cycle de souffrance imposé à des millions. Pourtant, s'exprimer publiquement aurait été un suicide politique. Alors, un autre choix fut fait. Tard dans la nuit, une seule page du mémo, classifié, glissa discrètement entre les mains d'un journaliste européen anonyme. Pas par des canaux officiels, pas pour le pouvoir, mais comme un acte de résistance silencieuse. Le rapport du journaliste fut bref mais explosif. Washington avait poussé l'Europe à préparer en secret des tarifs destinés à étouffer les exportations africaines de pétrole et d'or, forçant le continent à s'agenouiller à Ouagadougou. Le capitaine Ibrahim Traoré n'y vit pas une rumeur, il y vit ce que c'était vraiment: une déclaration de guerre contre la dignité de l'Afrique. La révélation se répandit comme une traînée de poudre. En quelques heures, l'écho du mémo divulgué se fit entendre dans toutes les capitales africaines. Les manchettes frappèrent les rédactions locales. L'Europe cible le pétrole et l'or de l'Afrique. Sur les réseaux sociaux, les jeunes posaient tous la même question: combien de temps allons-nous encore les laisser dicter notre avenir? À l'Union africaine, Ibrahim Traoré ne perdit pas une minute. Avant l'aube, il convoqua ses conseillers. L'atmosphère était tendue, mais résolue. Il ne s'agit pas de tarifs, dit-il, sa voix tranchant le silence. Il s'agit de contrôle. Ils veulent notre pétrole, notre or et notre souveraineté. Si nous nous inclinons aujourd'hui, nous serons esclaves demain. À la mi-journée, des appels d'urgence retentirent à travers le Sahel, jusqu'au Mali, à la Guinée et au-delà. Traoré exigea un rassemblement, non pas de diplomates, mais de dirigeants qui comprenaient ce qui était en jeu. En quelques jours, un sommet à huis clos se tenait. Non pas à Paris, ni à Genève, mais au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Derrière les lourdes portes, l'air vibrait de défis. Chaque dirigeant décrivit le même schéma: de l'or siphonné par des contrats opaques, des champs pétrolifères contrôlés par des firmes étrangères, des revenus disparaissant à l'étranger, tandis que les villages demeuraient dans la pauvreté. Pour la première fois depuis des décennies, la conversation changea de ton. Il ne s'agissait plus de mendier de l'aide, il s'agissait de se tenir ensemble. Et Traoré donna le ton: s'ils osent imposer des tarifs à l'Algérie, alors nous oserons quelque chose de plus grand. Nous couperons l'acheminement du pétrole et de l'or vers leur marché, et nous chercherons de nouveaux partenaires qui nous respectent. La salle plongea dans le silence. Puis, un à un, les dirigeants acquiescèrent. La décision était risquée, dangereuse même. Mais à cet instant, les voix fracturées de l'Afrique commencèrent à se fondre en une réponse unique, inflexible. La nouvelle de la décision du sommet fuit rapidement. Pas par des communiqués officiels, mais par la voix des gens ordinaires. Des stations de radio diffusèrent des bribes de discours. Bientôt, les rues de Ouagadougou, Bamako et Niamey s'emplirent de slogans. S'ils veulent notre pétrole et notre or, ils devront prendre aussi notre dignité. Les marchés bourdonnèrent d'inquiétude. Les commerçants chuchotaient sur la possibilité de hausse de prix, de pénurie si l'Europe relevait vraiment les tarifs. Dans les villages poussiéreux, les paysans se demandaient si leur récolte trouverait encore preneur. Les mères s'inquiétaient des frais de scolarité, des médicaments, de cette mince ligne entre survie et famine. Mais sous la peur brûlait autre chose: la fierté. Depuis des décennies, les Africains avaient vu leur pétrole pompé, leur or expédié. On leur disait de se montrer reconnaissants pour les prêts et l'aide. Maintenant, pour la première fois, leurs dirigeants osaient dire non. À la place de l'indépendance, à Ouagadougou, un jeune étudiant brandissait une pancarte:
Mieux vaut endurer la faim 1 an que l'esclavage 1 siècle. La foule rugit d'approbation. Le capitaine Ibrahim Traoré connaissait le prix. Il savait que geler les exportations resserrerait les ceintures à travers le continent. Pourtant, lorsqu'il apparut à la télévision nationale, ses paroles résonnèrent tellement plus fort que n'importe quelle promesse de confort. Nous pourrons souffrir à court terme, mais souffrir avec dignité vaut mieux que de vivre à jamais à genoux. Et à cet instant, il se passa quelque chose de remarquable. Des gens qui s'étaient longtemps sentis impuissants commencèrent à se voir comme partie prenante d'une lutte plus vaste à travers l'Afrique. Le murmure devint un chœur, « Tenez bon, nous sommes avec vous ». Le choc en Europe fut immédiat. Indéniable, les marchés, qui considéraient depuis longtemps les ressources africaines comme une toile de fond, réalisèrent soudain qu'ils faisaient face à un gouffre. À Francfort, les traders virent les cours de l'or grimper comme une fusée, leurs écrans s'illuminaient de rouge à chaque hausse. À Paris, les stratèges de l'énergie admettaient discrètement que plus de la moitié de l'uranium alimentant le parc nucléaire français venait du Niger, une ligne de vie désormais menacée. Et à Milan, les dirigeants de l'industrie automobile électrique européenne se réunirent dans la panique. Sans le cobalt et le lithium du Congo, leurs usines s'arrêteraient, leur révolution verte s'effondrerait avant même d'avoir pris racine. Mais le point de pression le plus dangereux restait le pétrole et l'or. Le pétrole africain, pompé dans les puits du Sahel et expédié par le golfe de Guinée, maintenait en vie les raffineries méditerranéennes. L'or africain, dont une grande partie transite par le Burkina Faso et le Mali, soutenait la sécurité financière de systèmes bancaires entiers. Ces 2 ressources n'étaient pas des luxes, elles étaient l'oxygène. Et désormais, le capitaine Ibrahim Traoré posait sa main fermement sur la valve. À Bruxelles, les ministres se ruèrent dans des réunions nocturnes. Pendant des années, ils avaient parlé publiquement de partenariats, d'aide, de croissance partagée. Pourtant, les mémos sur leur bureau racontèrent une autre histoire. Une histoire de dépendance. L'Europe avait besoin de l'Afrique bien plus que l'Afrique n'avait besoin de l'Europe. Et pour la première fois depuis des décennies, tous dans la salle le savaient. Dans les chambres closes de Bruxelles, le débat devint brutal. La voix de Washington dominait les écrans, insistant pour que l'Europe se tienne unie derrière les tarifs et les restrictions financières. L'Afrique rampera de nouveau, déclara un conseiller américain, dès que leurs trésors seront asséchés. Mais tous les Européens présents ne hochèrent de pas la tête. Certains fixaient des graphiques montrant l'arrêt des raffineries, la pénurie de lingots et les contrats de cobalt déjà glissant vers les mains chinoises. Ils savaient que punir l'Afrique pouvait se retourner avec une vitesse dévastatrice. Un ministre allemand fit entendre la première note de dissidence. « Les sanctionner, c'est nous sanctionner nous-mêmes. Notre industrie automobile ne peut survivre sans le cobalt du Congo. Nos réseaux électriques ne peuvent fonctionner sans l'uranium du Niger. » Ces mots pesaient lourd. Mais il n'osa pas aller plus loin. S'opposer ouvertement à Washington aurait été un suicide politique. Alors, les doutes se répandirent discrètement dans les couloirs, sans jamais figurer dans le compte-rendu officiel. Pendant ce temps, les partis d'opposition en Europe flairaient l'occasion. À Berlin, des députés demandaient pourquoi les travailleurs ordinaires devraient payer le prix d'une guerre tarifaire contre l'Afrique. À Paris, les syndicats mettaient en garde contre les licenciements si les marchés de l'or étaient perturbés. Même à Londres, des commentateurs rejoignirent le chœur. Dans les programmes nocturnes, des animateurs commencèrent à poser l'impensable. Avons-nous sous-estimé le pouvoir de l'Afrique ? Mais la voix de Donald Trump tonnait au-dessus de tout. Lors de rassemblements diffusés mondialement, il promettait d'enseigner à l'Afrique sa place, présentant la crise comme un test de la domination occidentale. La foule rugissait d'approbation. Mais les diplomates, eux, entendaient autre chose. Le son d'un ordre mondial qui craque sous le poids de sa propre arrogance. Tandis que l'Europe se débattait dans ses divisions, les nations des BRICS avançaient avec une précision silencieuse. À Pékin, des responsables commerciaux annonçaient des lignes de crédit d'urgence pour les exportateurs africains, contournant entièrement les banques occidentales. Moscou envoyait des délégations proposant des co-entreprises dans le raffinage de l'or et le forage pétrolier, promettant qu'aucun tarif ne pourrait toucher un baril une fois requalifié sous contrat eurasiatique. New Delhi fit peut-être le geste le plus audacieux. Un engagement à acheter du brut sahélien via des accords à long terme, garantissant un marché même si l'Europe tournait le dos. Chaque pas envoyait un message clair, l'Afrique ne resterait pas seule. À Ouagadougou, ces offres arrivaient comme des bouées de sauvetage. Pourtant, le capitaine Ibrahim Traoré et ses alliés de l'Alliance des États du Sahel restaient imprudents. Ils comprenèrent l'enjeu. Accepter trop vite des accords extérieurs pouvait simplement remplacer une dépendance par une autre. Alors ils avancèrent avec méthode.
des équipes d'économistes et d'ingénieurs furent dépêchées pour sécuriser les stocks de pétrole et d'or. Des troupes aux frontières fortifièrent les zones minières, s'assurant qu'aucun sabotage ne vienne étrangler l'approvisionnement à la source. Et au cœur du sommet, les dirigeants commencèrent à rédiger un cadre non pas pour survivre, mais pour la souveraineté. Une charte africaine des ressources qui traiterait le pétrole, l'or et les autres matières premières, non comme de simples marchandises, mais comme des instruments d'indépendance. Depuis des décennies, l'Afrique avait été forcée de réagir, de mendier l'aide, de se débattre sous les sanctions, d'ajuster ses pas aux conditions fixées ailleurs. Désormais, pour la première fois, le continent définissait ses propres règles d'engagement. Et tandis que les lumières de Bruxelles restaient allumées tard dans la nuit, les dirigeants européens comprirent l'impensable. L'équilibre du pouvoir sur le pétrole et l'or ne leur appartenait plus. La contre-attaque n'arriva ni avec des chars ni avec des missiles. Elle se manifesta en silence, dissimulée dans le langage de la finance et de la technologie. Quelques jours seulement après le sommet de la défiance africaine, les banques européennes commencèrent à geler les comptes liés aux entreprises publiques du Burkina Faso et du Mali. Des cargos chargés de pétrole brut et de lingots furent retardés dans les ports méditerranéens, leurs documents soudainement en révision. Les compagnies d'assurance, toutes basées dans des capitales occidentales, refusèrent de couvrir les expéditions africaines, laissant les exportateurs bloqués avec des barils de pétrole et d'or immobilisés. Puis vint l'assaut numérique. Des unités cybernétiques anonymes sondèrent tous les serveurs gouvernementaux de Ouagadougou et de Bamako. Des sites web s'effondrèrent. Des transferts financiers furent perturbés, les systèmes conçus pour protéger les flux de ressources furent ciblés. Sur les écrans européens, une campagne médiatique coordonnée dépeignit Traoré comme imprudent, un populiste entraînant son pays vers la ruine. Les éditoriaux avertissaient que le pari africain finirait dans la faim et le chaos, que les Africains ordinaires se retourneraient contre leurs dirigeants dès que les privations se feraient trop lourdes. Mais la réalité sur le terrain racontait une autre histoire. Oui, le prix du carburant augmenta, les médicaments devinrent de plus difficiles à trouver, les familles sentirent le poids des pénuries. Pourtant, loin de se briser, les communautés resserrèrent les rangs. Des volontaires distribuèrent de la nourriture dans les villages. Les étudiants organisèrent des réseaux de solidarité pour maintenir les écoles ouvertes. Les agriculteurs mirent en commun leurs ressources pour que les récoltes atteignent les marchés sans dépendre d'intermédiaires étrangers. Ce qui devait fracturer l'Afrique était paradoxalement en train de la souder. L'escalade survint vite. Des drones, sans insigne, commencèrent à rôder dans le ciel sahélien, leurs ombres glissant sur les dunes. Officiellement, il s'agissait d'opérations de surveillance. Mais chacun savait que ce n'était qu'un prélude. Dans les ports côtiers, les cargaisons de cacao et de café africains furent soudain frappées de tarifs 3 fois supérieurs. Ce qui avait jadis été célébré comme des produits de partenariat devenait désormais des jetons de négociation dans une partie d'échec économique brutal. Dans les capitales africaines, les alarmes retentissaient chaque jour. Les réseaux électriques vacillaient après des cyberattaques. Les entrepreneurs étrangers abandonnaient discrètement leurs projets d'infrastructure, invoquant l'instabilité. Les ambassades occidentales émettaient des alertes de voyage, asséchant du jour au lendemain les revenus du tourisme. La pression visait non seulement les gouvernements, mais aussi le moral des peuples. Convaincre les citoyens que la résistance était vaine. Mais le capitaine Ibrahim Traoré vit clair dans ce schéma. Lors d'une réunion d'urgence de l'AES, il déclara à ses homologues « Ils essaient de retourner notre peuple contre nous. Ils croient que la souffrance nous brisera. Mais la souffrance n'est pas nouvelle pour l'Afrique. » Ces paroles résonnèrent profondément. L'AES répondit avec des mesures qui surprirent les observateurs. Des convois de ressources furent désormais escortés par des forces conjointes. Des banques locales mirent en place des systèmes de paiement adossés à l'or pour contourner les transferts occidentaux. Des ingénieurs au Niger et au Mali travaillèrent de jour et nuit pour stabiliser les réseaux électriques, tandis que le Burkina Faso annonçait la création d'un fonds de réserve nationale alimenté par les revenus pétroliers et aurifères. Ce n'étaient pas des gestes désespérés, mais des signaux de résilience. L'Occident voulait acculer l'Afrique. Au lieu de cela, l'Afrique apprenait à se tenir debout, et chaque tentative échouée de fracturer le continent semblait ne faire que resserrer les liens autrefois fragiles. Le tournant ne vint pas d'un champ de bataille, mais d'une diffusion télévisée. Un soir, la télévision nationale interrompit ses programmes pour montrer le capitaine Ibrahim Traoré debout derrière un simple pupitre. Il n'était pas entouré de généraux en uniformes impeccables. Autour de lui se tenaient des mineurs encore couverts de poussière, des paysans aux mains calleuses, des ingénieurs en vestes usées. Ensemble, ils formaient la toile de fond d'un autre type de puissance. Le discours de Traoré fut clair, sans artifice, impossible à ignorer. Ils disent que nous sommes imprudents. Moi, je dis que nous sommes libres.
Le pétrole et l'or n'appartiennent pas à l'Europe, ils appartiennent à l'Afrique. À partir de ce jour, ils ne circuleront plus sans dignité. Les mots traversèrent les ondes, portés par les radios dans les villages, diffusés sur les smartphones des grandes villes. La réaction fut électrique. À Lagos, des fresques apparurent du jour au lendemain, représentant des barils de pétrole enveloppés de drapeaux africains. À Kinshasa, les marchés éclatèrent en acclamations lorsque le discours fut rediffusé à travers la diaspora. Les jeunes Africains publièrent tous la même phrase « Si Traoré tient, nous tenons ». À l'international, les retombées furent immédiates. Les médias occidentaux tentèrent de présenter la diffusion comme du populisme défiant. Mais l'image de travailleurs épaule contre épaule avec leur président résonna bien au-delà de l'Afrique. En Amérique du Sud, des militants tracèrent des parallèles avec leur propre lutte contre l'exploitation des ressources. En Asie, des commentateurs parlèrent d'un nouvel axe de dignité face à l'Europe et aux États-Unis. Le cauchemar s'était matérialisé. Plus ils essayaient d'isoler l'Afrique, plus ses dirigeants apparaissaient sinon comme des rebelles, mais comme des pionniers. L'embargo avait échoué à fracturer l'Afrique. Il avait forgé une nouvelle identité. Au moment même où l'Europe croyait que la situation ne pouvait empirer, une nouvelle révélation tomba comme un coup de tonnerre. Une enquête, publiée par le même journaliste européen anonyme qui avait révélé le plan tarifaire, refit surface. Cette fois, elle contenait des correspondances divulguées, des courriels et des projets de contrats entre des conglomérats occidentaux et des responsables de haut rang. Les documents montraient que bien avant l'annonce de la stratégie tarifaire, des accords secrets avaient déjà été rédigés pour privatiser les champs pétroliers et les mines d'or africains sous couvert de pieux programmes d'urgence pour la stabilisation. Le langage en était glaçant de clarté. Les réserves pétrolières du Niger devaient être louées pour 50 ans à un consortium occidental à prix bradé. L'or du Burkina Faso devait contourner entièrement les trésors africains pour être directement versé dans des comptes offshore contrôlés depuis Londres. Le plan n'avait jamais concerné les tarifs. Il s'agissait d'un contrôle permanent. Lorsque l'affaire éclata, l'indignation balaya le continent. À Bamako, des foules envahirent les bureaux d'entreprises étrangères pour exiger des comptes. À Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré convoqua une nouvelle session d'urgence. Sa voix était posée mais ferme. Le masque est de tomber. Il n'a jamais été question d'équité. C'était du vol, déguisé en politique. Pour les Africains ordinaires, la révélation raffermit la détermination. Les sacrifices liés aux prix élevés et aux pénuries semblaient désormais moins être une punition qu'une preuve. La preuve que leurs dirigeants les protégeaient d'un schéma vieux d'un siècle, prêt à se répéter. Les conséquences furent immédiates. Les dirigeants européens s'empressèrent de nier les documents, les qualifiant de fabrication. Mais les détails étaient trop précis. Les chiffres, trop exacts. Les signatures, trop familières. Des analystes financiers confirmèrent que les projets de contrat reproduisaient à l'identique les arrangements utilisés à l'époque coloniale. Pour beaucoup en Afrique, ce n'était pas une surprise. C'était la confirmation de ce que leurs grands-parents avaient de toujours averti. Les chaînes de dépendance n'avaient fait que changer de forme. Traoré saisit l'instant. Devant une salle comble de parlementaires africains, il déclara « Il voulait envoler non seulement notre pétrole et notre or, mais aussi notre avenir. Si nous acceptons cela, alors chaque sacrifice de notre peuple est vain. Mais si nous résistons, nous transformons leur vol en notre renaissance. » La chambre explosa en applaudissements. À travers le continent, l'élan grandit. Les dirigeants de l'AES annoncèrent une enquête conjointe sur tous les contrats étrangers signés au cours des 2 dernières décennies. À Dar es Salaam, à Lagos et à Kinshasa, des manifestants brandissaient des pancartes proclamant « plus de chaînes cachées ». Même les diasporas de Paris et de New York se mobilisèrent, exigeant la transparence des multinationales occidentales. Le récit avait totalement basculé. Ce qui avait commencé comme un différend tarifaire s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Un référendum sur le droit de l'Afrique à contrôler sa propre richesse. Et pour la première fois dans la mémoire vivante, l'Afrique n'était plus sur la défensive. C'était l'Occident qui s'efforçait de se justifier, pris dans l'éclat cru de sa propre hypocrisie. Lorsque la poussière retomba, une vérité demeura inébranlable. L'Afrique avait tenu bon. Ce qui avait commencé par des murmures sur des tarifs avait éclaté en une tempête, exposant l'ampleur de la dépendance occidentale et jusqu'où elle pouvait aller pour s'accrocher à son pouvoir. Pourtant, face à chaque sanction, chaque diffamation, chaque contrat caché, le continent avait répondu par l'unité. Le pétrole et l'or du Burkina Faso n'étaient non plus des symboles de pillage mais de puissance. Ils devinrent le cri de ralliement d'une génération refusant de plier, même face à l'adversité. Les villages se serrèrent la ceinture. Mais la dignité demeura intacte, et dans cette dignité, quelque chose de nouveau naquit. La conviction que l'avenir de l'Afrique pouvait s'écrire non dans des salles de conseil étrangères, mais dans les mains de son propre peuple.
Devant une mer de drapeaux, lors de la séance de clôture du sommet de l'AES, la voix du capitaine Ibrahim Traoré franchit les frontières. Il pensait que la faim nous réduirait au silence. Au contraire, elle nous a éveillés. À partir d'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas un marché. Ils nous rencontreront en égaux ou pas du tout. Et tandis que ces mots résonnaient, ce n'était plus seulement un discours. C'était le début d'un nouveau chapitre. Si vous croyez que la dignité de l'Afrique vaut plus que l'or, partagez cette histoire.